suis en direct sur cette page Facebook Cité 21. On est très heureux de vous recevoir. Ici, non seulement avec un public fort nombreux, ici on a Shaynès qui est tout oui d'ailleurs, et puis on reçoit évidemment le groupe La Poste. Alors le groupe La Poste, je dois vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir parce que vous êtes un vrai grand partenaire de Cité 21. Vous avez un stand magnifique, ici même tout plein d'écrans, c'est juste magique, Kildine Bataille. Bonjour. Bonjour. Alors, La Poste, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, vous êtes présent sur les territoires et c'est important d'être ici sur ce salon Cité 21, ici à Dijon. Oui, c'est important pour nous. Ça fait 10 ans que nous sommes présents, La Poste, sur ce salon des collectivités, parce que nous sommes un partenaire historique des collectivités, et finalement assez naturel. Voilà, et on reçoit Georges Bras également. Bonjour Georges, on se connaît depuis l'année dernière, hein, bien sûr. Alors on va parler finances locales et conjoncture avec quelques solutions de financement aux collectivités. Et vous avez donc une présentation et vous allez, je vous laisse la parole puisque vous allez commenter. Qui voulait rajouter un petit truc? Je voudrais dire une petite chose sur la Banque Postale quand même. Oui, allez-y. Pourquoi la Banque Postale? Parce que la Banque Postale, c'est un service du groupe La Poste, du groupe. La Banque Postale, c'est le premier prêteur des collectivités locales. Et ici, pendant 2 jours, vous avez des experts de la Banque Postale qui connaissent parfaitement les problématiques des municipalités, les problématiques budgétaires, quelle que soit leur taille. Donc, ils sont là pour vous conseiller, ils sont là pour vous apporter de la matière avec des études. Moi, j'ai vu ça sur l'ordinateur tout à l'heure. C'est impressionnant. C'est extra, très commune pointu. par commune. Ouais. Donc, vraiment, venez les voir sur le stand de La Poste. Et j'ai deux messages que je voudrais aussi faire passer aux élus et décideurs. La Banque Postale, c'est la banque de tous. C'est une fierté pour les postières et les postiers. Parce que nous avons une mission d'accessibilité bancaire. C'est la Banque Postale, c'est la seule banque aujourd'hui qui ouvre un livret A, qui a l'obligation d'ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande, à partir d'1,50 €. Et ça, c'est une fierté pour nous. Et cette proximité que vous avez, non seulement, on parle de la Banque Postale là, dans quelques instants, mais vous avez tous les services qui sont autour de la Poste, et du coup, vous êtes vraiment dans le cœur humain, et vous êtes au cœur avec nous tous les jours, quoi. Donc, c'est assez important. Georges Bras. Donc la Banque Postale est également présente auprès des collectivités locales, comme l'évoquait Kildine. La Banque Postale, depuis 2015, est le premier prêteur des collectivités locales. Si on regarde un peu les chiffres, c'est pas loin de 4 milliards d'euros de prêts moyen long terme qui ont été réalisés sur l'ensemble des collectivités locales en 2018. Sur l'année 2019, ça sera même autour de 5 milliards d'euros. Assez logiquement, hein, on est dans un cycle communal de l'investissement avec des investissements en hausse, donc les besoins d'emprunt également en face, et ce qui permettra de positionner à nouveau la Banque Postale comme le premier prêteur des collectivités locales. Kildine insistait beaucoup sur l'accessibilité. Notre volonté aussi est d'accompagner l'ensemble des territoires, y compris les petites communes. Et ce qui est mis en avant systématiquement par la Banque Postale, un prêt sur 2 qui est fait sur une collectivité locale est réalisé sur une commune de moins de 5 000 habitants. C'est cette volonté de planter, au travers l'ensemble du territoire français, des petits drapeaux en disant tel investissement, telle école, tels travaux de voirie, opération d'assainissement, rénovation du centre-bourg, mise en accessibilité des bâtiments publics. Tout cela est financé avec le concours de la Banque Postale. Avec la Banque Postale, vous avez le droit de voir grand. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de conjoncture économique. Parce que chaque projet est important pour nous. Quelle est la situation financière des collectivités locales? Globalement, les collectivités locales, dans leur ensemble, se portent plutôt bien. Entre 2014 et 2015, on avait une baisse de l'épargne des collectivités locales. L'épargne, c'est quoi? C'est la différence entre leurs recettes de fonctionnement et leurs dépenses de fonctionnement. Ce qui va permettre d'autofinancer les différents projets d'investissement et de rembourser la dette pour les collectivités locales qui ont emprunté. Ces années ont été difficiles avec la mise en place à la fois des rythmes scolaires qui a impacté fortement les dépenses des collectivités locales qui ont été relativement dynamiques. Et en face, l'État avait décidé dans un premier temps donc, de geler la dotation forfaitaire, puis de la baisser à compter de 2017. Et donc ça a amené les collectivités locales aussi à être résilientes. Et c'est ce que l'on a vu à partir de 2015 où globalement, les recettes des collectivités locales ont progressé plus rapidement que leurs dépenses. Donc on n'a plus cet effet de ciseau pour l'ensemble des collectivités locales et que, donc en conséquence, le résultat de la section de fonctionnement, ce que l'on appelle l'épargne brute, leur CAF brute, est reparti à la hausse. Sur 2018 et sur 2019, on a atteint des records en termes d'épargne brute et c'est ce que l'on constate aujourd'hui.
Les collectivités locales dans leur ensemble, et le bloc communal plus particulièrement, ont bien maîtrisé leurs dépenses de fonctionnement. Une évolution des dépenses de fonctionnement l'année dernière qui était autour de 0,5%, ce qui est plutôt notable. Et sur 2019, alors qu'on est quand même à la veille des prochaines élections municipales, on aurait pu imaginer qu'il y ait un dérapage des dépenses. Au contraire, les dépenses sont bien maîtrisées, elles ne progresseraient que de 0,9%, c'est-à-dire moins que l'inflation. Avec en face des recettes plus dynamiques qui progresseraient d'autour de 2%, ce qui permettrait donc à l'épargne brute de continuer de progresser, ce qui est plutôt positif. Toujours, si on fait un focus sur la conjoncture économique, le constat aussi, c'est que l'on est dans ce que l'on appelle le cycle communal de l'investissement. De manière caricaturale, souvent, ce que l'on dit, c'est qu'au lendemain des élections municipales, les dépenses d'investissement ont tendance à stagner les premières années du mandat, ce qui est assez logique, hein. L'équipe nouvellement élue ou l'équipe renouvelée dans ses fonctions, le temps qu'elle lance les différents projets, entre les consultations des entreprises, la concertation, le lancement des différents investissements, les premières années de mandat, l'investissement a plutôt tendance à baisser, stagner, et à partir de la mi-mandat, les investissements s'accélèrent. L'objectif, c'est que la dernière année du mandat, on puisse inaugurer le bel équipement pour rappeler aux prochaines élections, regardez tout ce que j'ai fait pour vous en termes d'investissement, en termes de nouvel équipement. C'est une réalité et le mandat 2014-2020 ne marque pas d'exception là-dessus. Un début de mandat plutôt en retrait, mais avec un retrait plus significatif qu'un mandat normal. On le voit clairement lorsqu'on se compare par rapport à 2008-2014. Une accélération ces dernières années, mais qui ne permettra pas de rattraper le retard qu'on a eu sur le début du mandat. Donc il y a quand même un mandat où l'ensemble des investissements des collectivités locales sera en retrait par rapport au mandat précédent. En gros, il nous faudrait presque une année de plus pour pouvoir rattraper le retard qui a été pris. Et par rapport à l'ancien mandat, c'est la même chose ou Non, justement, l'ancien mandat, on était autour de 135 milliards d'euros d'investissements cumulés. Pas loin de 158 le mandat précédent, et là on serait autour de 120 milliards d'euros. Oui. Donc on voit bien qu'il y a un retrait. Ouais. Cela est aussi bien visible du côté des communes que des intercommunalités. Et sur les intercommunalités, c'est quand même assez inquiétant, puisqu'on a quand même depuis de quelques années des intercommunalités plus intégrées. Donc des intercommunalités plus intégrées avec plus de compétences et qui finalement vont investir un volume en retrait. Ce n'est pas non plus de bon augure. En tout cas, il y a peut-être un sous-investissement sur de l'entretien du patrimoine. Je pense notamment en matière d'eau et d'assainissement ou en termes d'équipement public, avec la rénovation énergétique des bâtiments qu'il faut quand même envisager, notamment quand on s'inscrit dans une démarche de développement durable. Ça, c'est le niveau macro. Après, on pourrait se dire, mais qu'en est-il sur la Côte d'Or? Donc, c'est cet exercice que nous avons voulu faire, c'est réaliser une cartographie. Donc, vous retrouvez sur la carte que vous avez sous les yeux, les 700 collectivités locales de la Côte d'Or. Alors, beaucoup de petites communes, on est sur un territoire relativement rural. L'essentiel et la très grande majorité des communes de la Côte d'Or sont des communes de moins de 500 habitants, notamment sur la frange un peu nord-est du département. Ensuite, tout ce qui est autour de la métropole de Dijon, donc sur le secteur de Dijon, on est beaucoup plus sur des communes plus urbaines. Et le constat que l'on fait, c'est qu'en termes d'investissement, globalement, les communes rurales ont un effort d'équipement assez comparable par rapport à la moyenne nationale, même s'il y a un petit décrochage sur la strate de 1000 à 2000 habitants. Et c'est surtout les communes urbaines qui ont un effort d'équipement qui est un petit peu en retrait. Juste deux chiffres. En moyenne, les communes de plus de 3500 habitants en France entière investissent pas loin de 300 € par habitant, 292 pour être précis. En Côte d'Or, on n'est qu'à 200 € par habitant. Donc on voit bien qu'il y a un retrait assez significatif pour les communes plus urbaines de la Côte d'Or. Par contre, les communes rurales, elles ont un effort d'investissement qui perdure et qui continue. Si je prends un exemple, et que notamment sur la strate autour de 500 à 1000 habitants par exemple, on est à 293 € par habitant en Côte d'Or, un petit peu plus que la moyenne nationale, autour de 284 €. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Alors là, c'est une carte un petit peu particulière et qui peut faire un peu polémique. Ce que l'on regarde, c'est ce que l'on appelle la capacité de désendettement des collectivités locales. Un exercice théorique, la commune affecte la totalité de son épargne brute à se désendetter. En combien de temps elle rembourse sa dette? La moyenne nationale, on est autour de 3 ans et demi. 4 ans et demi, pardon, la moyenne nationale. Plutôt 3 ans et demi sur les communes rurales, plutôt autour de 5 ans et demi, 6 ans sur les communes plus urbaines. C'est le constat que l'on fait au niveau national, 5,3 années de capacité de désendettement. Le banquier que je suis a tendance à dire que jusqu'à 7-8 ans de capacité de désendettement, il n'y a pas de sujet. Par contre, lorsque la capacité de désendettement d'une commune commence à se rapprocher de 11 ans, donc au-delà de 10 ans, il peut y avoir quelques inquiétudes. Et dans la carte que nous avons réalisée, nous avons mis en rouge
l'ensemble des différentes communes de la Côte d'Or qui aujourd'hui ont une capacité de désendettement supérieure à 11 ans. Ça veut dire que pour ces collectivités locales, deux choses. Soit leur dette est trop importante, soit leur épargne brute, leur résultat de leur section de fonctionnement n'est pas suffisant pour pouvoir absorber la dette. Et clairement, ces communes qui aujourd'hui ont une capacité d'endettement qui dépasse les 11 ans ont une capacité d'investissement nouvelle qui est plus que contrainte. Quand vous êtes déjà trop endetté ou pas assez d'épargne, il est difficile d'envisager de nouveaux emprunts. Donc cette carte montre quand même qu'il y a certaines disparités sur le territoire. Si je regarde par strate, toutes les communes sont dans la, quelle que soit la strate, on est dans la moyenne nationale. Il y a plus de vert que de rouge. Voilà. Mais si on regarde les moyennes, on se dit, bah tiens, quelle que soit la strate, on est bien. Par contre, on voit bien qu'il y a beaucoup de disparités avec des territoires, et notamment dans des communes périurbaines ou surtout sur des communes de moins de 500 habitants, où la capacité d'endettement est relativement élevée et donc la capacité d'emprunt assez limitée. Alors, petit point, si vous le permettez, pour parler aussi d'un sujet qui intéresse beaucoup les élus, c'est la réforme de la taxe d'habitation. Vous le savez, dans l'acte 1 de la réforme de la taxe d'habitation, c'est l'engagement que le président de la République avait pris. 80% des contribuables, demain, ne paieront plus la taxe d'habitation. C'est une réforme qui est échelonnée sur 3 ans, 2018, 2019 et 2020. En 2020, 80% des contribuables ne paieront plus la taxe d'habitation. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette réforme constitutionnelle sous réserve que le gouvernement s'engage à réformer globalement la fiscalité locale. Et donc, on a un acte 2 de la réforme de la taxe d'habitation qui est actuellement en débat au Parlement, donc dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2020, et qui va emmener à terme à la disparition totale de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Il est important de rappeler que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires va perdurer. Donc, les territoires où il y a beaucoup de résidences secondaires, du côté des communes, du côté des intercommunalités, conserveront un pouvoir de taux sur cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui vraisemblablement changera de nom. On ne va pas maintenir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires alors qu'on dit qu'on réforme la taxe d'habitation globalement. Donc il y aura un nouveau nom sur cette taxe d'habitation. Du côté du bloc communal, qu'est-ce qui va se passer? Les intercos vont perdre la taxe d'habitation, ils vont récupérer une fraction de TVA, comme pour les départements d'ailleurs qui vont voir leur foncier bâti basculer sur les communes. Les communes donc récupèrent le foncier bâti du département. La seule chose, c'est qu'au niveau individuel, vous allez perdre 100 de taxes d'habitation, vous allez peut-être récupérer 150 de foncier bâti ou que 80. À l'échelle de chaque commune, il y a des gagnants et il y a des perdants. Donc même exercice avec cette cartographie que nous avons réalisée pour l'ensemble des communes du département de la Côte d'Or. Et plus vous êtes dans le bleu et encore plus foncé, plus vous êtes surcompensé. Plus vous êtes dans le orange, voire le rouge, plus vous êtes sous-compensé. Alors ceux qui sont sous-compensés n'ont pas d'inquiétude à avoir. L'État s'est engagé à ce qu'il y ait une dotation qui vienne abonder et donc, j'ai envie de dire, faire l'exercice pour rétablir l'équilibre pour que la taxe d'habitation soit complètement compensée. Par contre, ceux qui sont gagnants, ils ne vont pas conserver. Il va y avoir... Ah ben non, ça serait trop facile. Bien sûr. Il y a beaucoup de On va gagnants. rendre. Voilà, il va falloir le rendre. Et donc, l'État a décidé de mettre en place ce que l'on appelle un coefficient multiplicateur qui va s'appliquer aux bases. Exemple relativement simple. Vous avez 100 de taxes d'habitation. Demain, vous récupérez 150 de foncier bâti. Eh bien, on va vous appliquer un coefficient correcteur de 0,66 de manière à ce que le foncier bâti que vous récupérez n'est pas de 150, mais de 150 fois 0,66, donc 100. Donc la réforme est neutre. Si les bases sont dynamiques, vous maintenez ce dynamisme. C'est plutôt positif. Et donc dans la carte suivante, ce que l'on voit, c'est le coefficient correcteur tel qu'il est appliqué, sachant que là, il y a du blanc. Alors pourquoi il y a du blanc? Ce sont les communes qui sont surcompensées, mais pour lesquelles la surcompensation n'excède pas 10 000 euros. Et là, l'État, bon prince, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, leur maintient cette surcompensation pour peu que la surcompensation n'excède pas 10 000 euros. Et donc on peut être dans une commune surcompensée, mais comme le foncier bâti que vous allez récupérer par rapport à la taxe d'habitation n'excède pas 10 000 euros, vous allez conserver ce cadeau fiscal, entre guillemets. Et donc c'est ce qu'on fait comme constat au niveau national, et on le voit bien sur la Côte d'Or. Dans certains territoires ruraux, et notamment sur les plus petites communes, on a beaucoup de communes qui vont être surcompensées mais de moins de 10 000 euros et qui vont donc conserver ce surplus de fiscalité sur le foncier bâti. Par contre, d'autres vont perdre, mais il y aura la dotation pour corriger. Voilà ce que je pouvais vous dire sur un panorama global sur les finances des collectivités locales et avec quelques focus sur le département de la Côte d'Or. Ça veut dire que vous avez des solutions pour... Comme je vous le disais, la Banque Postale
premier prêteur des collectivités locales. Oui. Donc, on accompagne les collectivités locales de manière classique, comme beaucoup d'autres établissements bancaires peuvent le faire. Si ce n'est que nous, on est nouveau entrant, avec un actionnariat public, à 100% public, Caisse des dépôts et État, même si derrière, j'ai envie de dire, la part de chacun va évoluer, on offre une solution relativement classique. Pour les collectivités locales qui doivent gérer des décalages de trésorerie, c'est les lignes de crédit. En gros, le compte au trésor doit être positif. On met en place une ligne de crédit, on tire, on rembourse chaque jour. Voilà. Il y a les prêts relais, parce que les collectivités locales, lorsqu'elles lancent des investissements, elles récupèrent aussi des subventions. Elles récupèrent la TVA avec un décalage de... Avec la Banque Postale, vous avez le droit de voir grand. La subvention, de récupérer le FCVA, on met en Parce que chaque projet est important pour nous. Votre recette. Et après, il y a le financement classique, de financer les investissements courants. J'évoquais avec vous les écoles, les travaux d'accessibilité dans les différents bâtiments publics, création de nouvel équipement. J'agrandis une école, je crée un relais d'assistante maternelle. Donc là, on fait des financements classiques sur des durées de 2, voire jusqu'à 30 ans. 30 ans, bien évidemment, lorsque l'investissement le justifie. Sur de l'eau et de l'assainissement, on peut aller sur 30 ans sans aucune difficulté. Voilà. Et donc, sur toute périodicité, sachant que le ticket minimum pour pouvoir bénéficier des prêts de la Banque Postale, c'est à partir de 40 000 €, une volonté de les démocratiser. Et quand je parle de démocratisation, elle reviendra. Quand je parle de démocratisation, la Banque Postale, compte tenu de ses valeurs et de ce que le groupe véhicule, a voulu aussi démocratiser ce que l'on appelle les obligations vertes. Aujourd'hui, seules les grandes collectivités locales, les régions, quelques gros départements et grosses métropoles, peuvent être amenées à faire des émissions obligataires en se finançant directement auprès des marchés avec des obligations vertes qui doivent respecter un certain nombre de critères. Pour les petites communes, pour l'ensemble des collectivités locales, accéder à une finance verte, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que nous avons voulu démocratiser les obligations vertes. Donc, la Banque Postale a émis sur les marchés une émission obligataire verte pour financer des investissements qui rentrent dans la problématique de ce que l'on appelle la finance verte, qui concerne aussi bien l'eau et l'assainissement, la valorisation des déchets. Donc, c'est quoi? C'est le recyclage, c'est pas l'incinération, parce que, bien évidemment, c'est bien important. C'est tout ce qui concerne le développement des mobilités, que ce soit des travaux d'accessibilité pour développer des pistes cyclables, des liaisons douces, ou pour financer des tramways, comme on l'a fait sur un certain nombre d'agglomérations, le développement des énergies renouvelables et le développement aussi de l'efficacité énergétique des différents bâtiments publics, parce que les collectivités locales s'intègrent de plus en plus sur des investissements développement durable, verts également. Donc pour tous ces investissements, on peut mettre en place des prêts adossés sur des obligations vertes. Alors, il y a un reporting qui est obligatoire, puisque vis-à-vis des investisseurs qui nous ont apporté les fonds que l'on prête aux collectivités locales, on a un certain nombre de critères qu'on doit respecter. Et donc, la collectivité locale doit nous fournir un certain nombre d'indicateurs pour confirmer que l'investissement qu'elle réalise est un investissement qui est éligible à ces obligations vertes. Et donc, ainsi, on démocratise l'ensemble des obligations vertes, puisque l'ensemble des collectivités locales peuvent bénéficier de cette offre sur des durées jusque 30 ans si cela est nécessaire. Mais c'est assez large du coup, parce que ce financement vert, comme vous dites, on peut mettre quasiment tout ce qui concerne une commune. Tout ce qui concerne les communes au quotidien. Voilà, sur une grosse partie. Ouais. De l'eau, de l'assainissement, la valorisation des déchets, les mobilités, les transports, on peut en mettre. La rénovation des bâtiments. On est complètement dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est déjà des dizaines de contrats qui ont été mis en place, adossés sur cette obligation verte. Maintenant, on commence déjà même à dépasser une petite centaine de millions d'euros, donc ce qui est plutôt positif. Et ça participe à une démarche aussi des élus, c'est de dire, je fais des financements, mais je fais des financements d'une autre manière. Et c'est un peu notre volonté. Bien sûr. Kildine, vous vouliez parler tout à l'heure. Simplement dire aux élus et décideurs publics qui sont présents là, ici aujourd'hui, de consulter la Banque Postale. Juste de nous consulter. Oui, en fait. C'est ouais. important. Vous avez des solutions. Il me reste quelques minutes. Oui, allez-y. D'accord. Puis on aura aussi des questions-réponses. Si vous avez des questions à poser, évidemment, à la Poste, à la Banque Postale, n'hésitez pas. Ouais. Comme l'évoquait Kildine, lorsque la Banque Postale s'est lancée aussi sur le financement des collectivités locales, pour rappel, on s'est lancé en 2012 et depuis 2015, on est premier prêteur des collectivités locales, ce qui est plutôt une belle performance. Nous avons également mis en place, à côté des équipes commerciales qui sont là pour accompagner les collectivités locales, une direction des études. Une direction des études qui publie différents documents à destination à la fois des collectivités locales, des décideurs locaux et qui font référence. À titre d'exemple, un focus qui a été réalisé sur la fiscalité locale directe avec un regard sur une longue période.
comment évoluer la fiscalité locale. C'est plus de 60 pages qui retracent tout l'historique des réformes que l'on a pu connaître sur la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, transformant en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, plus la cotisation foncière des entreprises, des études thématiques avec chaque association d'élus, que ce soit les maires ruraux, où on publie chaque année le panorama des finances des communes de moins de 3500 habitants, que ce soit Territoire et Finances, avec l'Association des maires de France, les départements, les communes urbaines, les communes du littoral, les communes de montagne, les régions, les intercommunalités, etc. Et surtout, ce qui fait référence, c'est la note de conjoncture. Tout à l'heure, je vous ai présenté quelques éléments justement sur l'évolution de l'épargne des collectivités locales. C'est des éléments qui sont issus de la note de conjoncture. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le site de la Banque Postale pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces études qui sont gratuites et qui, au final, ont vocation à aider les décideurs locaux à se comparer, se positionner pour pouvoir ensuite se dire qu'est-ce que je suis capable de faire et comment je me situe, comment je situe ma commune par rapport aux autres. Et comme l'évoquait Kildine, qui n'hésite pas, les élus, à venir sur le stand de la Banque Postale pour avoir l'étude spécifique de leur collectivité locale, étude comparative avec d'autres communes de leur territoire, de manière à pouvoir se positionner et donc de se dire je suis en bonne santé financière ou est-ce que je suis en fragilité, sur quoi je dois travailler pour essayer d'améliorer mes ratios. Mais c'est très important de se comparer avec les communes d'égal habitants pour se situer. Vous avez cet outil qui est magnifique et je vous conseille d'aller vraiment sur le centre de la Poste pour découvrir cet outil. Kildine, merci Georges Brun. En tout cas, c'est très intéressant. Merci pour votre attention. Et je vous invite à aller sur le centre de la Poste pour découvrir la Banque Postale. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités. On va rester avec la Poste et on parlera des facteurs. Tiens, voilà. À tout à l'heure.